Mais pour faire quoi? La réponse ne va pas de soi. Selon leurs priorités, deux formes d'organisation apparaissent, les réseaux et les mouvements. Les réseaux sont de petites structures qui regroupent peu d'hommes et sont souvent spécialisés dans une action bien précise. Sabotage, filière d'évasion et surtout renseignement. Le secret et la discrétion sont leurs priorités. Ils n'ont aucune activité de propagande et ne publient pas de journal. Ils travaillent pour le compte des Alliés ou de la France libre à Londres et s'implantent majoritairement en zone nord, au contact direct avec l'occupant. Dès 1940, Gilbert Renaud, alias le colonel Rémy, crée la confrérie Notre-Dame, un réseau qui s'étend bientôt à toute la France et livre de précieux renseignements. C'est également le cas du réseau Alliance de Georges Lousteau-Laco et de Marie-Madeleine Fourcade à partir de 1941. Une fois les renseignements réunis, encore faut-il pouvoir les transmettre à Londres. La radio est le moyen le plus efficace, mais c'est aussi très dangereux. Les premières radios sont des valises de 30 kilos et les camions de goniométrie allemands ont vite fait de repérer les pianistes. D'autres réseaux se spécialisent dans la récupération des aviateurs anglais abattus en France afin de leur faire regagner l'Angleterre. Une mission vitale pour les Britanniques qui manquent alors cruellement de pilotes. Les Alliés organisent également des réseaux actions spécialisés dans le sabotage qui opèrent en petits groupes sur le territoire français. À la différence des réseaux, les objectifs des mouvements ne sont pas militaires mais politiques et civils. Ils estiment qu'il faut d'abord agir sur la population française afin de la remobiliser, la sortir de l'attentisme et l'organiser pour pouvoir un jour reprendre la lutte contre l'occupant. C'est pourquoi les mouvements mettent souvent au cœur de leur action la publication d'un journal, une activité d'autant plus indispensable qu'il n'y a plus de presse libre en France. C'est le choix de Philippe Vianney qui fonde en zone nord le mouvement Défense de la France. Pour lui, l'occupation se solde par la victoire de valeurs inacceptables. Or, les Français semblent se résigner à la défaite et à la présence allemande. C'est grave, il faut agir. Bien sûr, tous les mouvements ne limitent pas leur action à la publication d'un journal. Progressivement, ils vont eux aussi faire du renseignement ou du sabotage, voire prendre les armes, notamment en zone nord. Mais jusqu'en 1942, seuls les communistes font de la lutte armée contre l'occupant une priorité. En zone sud, d'importants mouvements apparaissent également, notamment Libération Sud, Francs-Tireurs et surtout Combat, créé par un ancien officier d'active, Henri Freinet. Outre la publication de Combat, Henri Freinet met sur pied dans la clandestinité une armée secrète chargée de reprendre la lutte le jour venu. Au début, tous ont des moyens très limités. Trouver du papier pour imprimer des journaux est un réel problème. On manque de tout, alors il faut improviser. La plupart de ces journaux comptent moins de 4 pages sur du papier jauni de médiocre qualité. Les premiers numéros sont tapés à la machine ou écrits à la main sur du papier acheté au marché noir. Lorsque l'on voudra augmenter les tirages, il faudra bien trouver un imprimeur clandestin. Difficile alors de ne pas se faire repérer. Le métier d'imprimeur devient un métier à haut risque. Cette presse clandestine s'attache d'abord à sensibiliser la population contre l'occupant et contre l'occupation. Contrairement à ce que cherche à montrer la propagande allemande, l'occupation n'a rien de correct. Elle se traduit au contraire par des crimes, l'oppression, le pillage. Elle est inacceptable. Tout comme Défense de la France, les cahiers du témoignage chrétien s'emploient à montrer la réalité du nazisme et de son idéologie. Pour tous, l'objectif est bien de faire sortir la population de sa léthargie, de la faire basculer. L'attitude des résistants face à Vichy est plus contrastée.
Tous condamnent la collaboration, mais au début, certains soutiennent Pétain, voire la Révolution nationale. Parfois parce qu'ils se sentent proches de son idéologie, parfois aussi parce qu'ils croient encore que Pétain mène un double jeu. En 1940, bien des gens ont pu se tromper de bonne foi. Politiquement à gauche, Libération est d'emblée contre Vichy. Mais en 1940, Henri Freinet, davantage proche des milieux conservateurs, écrit « À l'œuvre du maréchal Pétain, nous sommes passionnément attachés. » Défense de la France en 1941 titre toujours « Ni allemand, ni russe, ni anglais ». La résistance en France est donc extrêmement diverse et extrêmement minoritaire. Elle est aussi fragile. Quelle que soit la forme d'action retenue, tous les résistants ont dû faire face au début à des problèmes matériels quasiment insurmontables. Les Allemands sont surpuissants et les résistants manquent de tout. Malgré les difficultés, quelques mouvements sont déjà très structurés à la fin de 1941. Dès lors, des contacts se nouent, de petits groupes fusionnent, une dynamique d'union est donc déjà à l'œuvre en 1941. Mais ces résistants de l'intérieur sont coupés de tout. Début 42, il devient évident que s'ils veulent gagner en efficacité, ils doivent trouver du soutien à l'extérieur. Cela tombe bien, car au même moment, De Gaulle, à Londres, a de plus en plus besoin d'eux.